Bonjour chers étudiants, nous continuons dans ce cours, ce qu'on avait commencé dans les séances précédentes. Alors la dernière séance a été consacrée à la définition du droit privé et du droit public. Donc on a passé en revue les différents critères de distinction entre le droit public, privé et le droit public. Et nous avons retenu dans cette distinction que l'un des critères majeurs de distinction entre le droit privé et le droit public est le critère relatif à l'intérêt soit individuel, soit général, que défendent soit les particuliers, soit les personnes publiques. Alors, le problème qui se pose, c'est que dans le droit privé, on l'a dit, l'intérêt recherché par les particuliers, par les individus, c'est un intérêt privé, un intérêt propre à ces personnes-là. Mais quand il s'agit de droit public, l'intérêt est un intérêt général. C'est l'intérêt général, c'est-à-dire de la communauté dans son ensemble, la communauté tout entière. Alors, l'auteur dans ce deuxième texte nous dit quand même que ce critère de distinction entre les deux branches du droit suivant le caractère individuel ou général de l'intérêt en cause n'est pas parfait pour deux raisons. Donc, même si le critère de distinction retenu dans les développements passés insiste davantage sur l'intérêt général, l'intérêt privé, en revanche, l'auteur de ce texte considère que cette distinction n'est pas absolue, ce critère n'est pas absolu, donc il est relatif, pour deux raisons, pour deux principales raisons. La première raison, nous dit l'auteur, tient au fait que les pouvoirs publics entreprennent de plus en plus souvent, notamment par le biais d'entreprises nationalisées ou de services industriels et commerciaux, des activités relevant traditionnellement de la sphère commerciale et par conséquent soumises aux règles du droit privé. Alors, la conséquence, c'est qu'on assiste aujourd'hui à une tendance de privatisation du droit public. La tendance est la privatisation du droit public. Alors, qu'est-ce qu'on entend par cette première explication, cette première raison? Le fait que les pouvoirs publics, donc les autorités publiques, soit l'État, soit les collectivités territoriales, interviennent ou bien ils entreprennent des activités qui ont un caractère commercial et qui étaient réservées par le passé à des particuliers et ces activités sont soumises aux règles du droit privé. Alors maintenant, il y a le retour en force de ces personnes publiques, de ces pouvoirs publics qui vont exercer, accomplir des activités à caractère commercial. Or, par le passé, cette activité ou ces activités, ces actes étaient strictement réservés à des personnes privées et donc ces activités étaient soumises aux règles de droit privé. Alors aujourd'hui, on voit que la tendance ou ce constat fait que il y a une privatisation du droit public. Mais dans le même sens, on assiste à une publicisation du droit privé. Donc ça, c'est un deuxième phénomène qui affaiblit en quelque sorte ce critère de distinction entre le droit privé et le droit public basé sur le critère de l'intérêt général ou particulier. Donc une publicisation du droit privé, c'est-à-dire que nous assistons aujourd'hui à un phénomène très important selon lequel certaines entreprises privées, notamment dans le domaine du transport public, sont investies d'une mission de service public. Et quand on dit service public, c'est-à-dire c'est une satisfaction d'un besoin d'intérêt général. Et généralement, c'est la personne publique qui est derrière la satisfaction de ce besoin d'intérêt général. C'est la personne publique qui, généralement, crée un service public et dirige et encadre le service public.
Alors, parfois, l'État peut faire appel à des personnes privées, pour gérer un service public. Et l'État va accorder à ces personnes privées des prérogatives de puissance publique. Donc, ils peuvent utiliser les privilèges que l'État ou les personnes publiques utilisent, tout en les soumettant ces entreprises à son contrôle administratif. Donc, l'État ou les personnes publiques maintenant peuvent déléguer la gestion de services publics à des particuliers, à des personnes privées, notamment des personnes morales de droit privé comme des sociétés commerciales pour gérer un certain nombre de services publics qui, par le passé, étaient sous le contrôle de l'État ou de la personne publique. Alors, on assiste aussi à un autre phénomène, c'est que l'État aujourd'hui prend même des participations dans certaines entreprises, grâce à la création de ce qu'on appelle des sociétés d'économie mixte. Et quand on parle de sociétés d'économie mixte, on parle de sociétés fondées sous un statut commercial et soumises aux règles du droit des affaires. Mais la particularité de ces sociétés d'économie, c'est qu'elles associent dans des proportions très variables des capitaux d'origine publique, toujours majoritaires, qui appartiennent à l'État, aux collectivités territoriales ou bien aux établissements publics, et des capitaux provenant du privé, donc d'origine privée. Alors, l'administration, l'État, de façon générale, participe à la création de ce genre de société d'économie mixte. Un troisième phénomène très important, c'est que l'administration aujourd'hui, ou l'État de façon générale, intervient dans les rapports entre particuliers pour les soumettre à des règles impératives. Alors, on a dit dans les séances précédentes que le droit privé gère les relations entre les particuliers, et ces particuliers se trouvent généralement dans des situations identiques, similaires, ils ont la même volonté, et il faut le rappeler, on a parlé des règles de droit privé, on a dit que ce sont des règles supplitives et égalitaires. On avait donné des exemples des contrats de bail, contrats de location, contrats de vente, contrats de mariage, contrats du travail. Alors, tous ces types de contrats montrent qu'il y a égalité de volonté entre des parties. Alors, maintenant, l'État intervient dans les rapports entre particuliers, c'est-à-dire, il y a une nouveauté très importante, c'est que l'État intervient. L'État prend l'initiative pour réglementer les rapports entre les particuliers. L'État intervient. Pourquoi cette intervention de la part de l'État dans les rapports entre particuliers? C'est justement pour protéger la partie faible dans ces rapports. Quand on a parlé des contrats de travail, d'une part l'employeur, de l'autre le salarié, on sait dans la réalité que les rapports sont les rapports entre les deux sont sur le plan juridique, les rapports sont égaux, mais dans la pratique, dans la réalité, il y a une inégalité dans ces rapports parce que généralement l'employeur se trouve de fait dans une situation de supériorité par rapport aux salariés. Et l'État ne veut pas laisser ces rapports gérés par leur accord parce que pour éviter justement un abus de droit de la part de l'employeur. À titre d'exemple, l'État intervient dans ces rapports dans la mesure où il a codifié dans un code, dans un texte juridique qui est le Code du travail, la loi 6500 qui date de 2003, le Code du travail a réglementé les rapports entre l'employeur et le salarié, entre l'employé et l'employeur, pour éviter justement une certaine hégémonie, une certaine domination de l'employeur sur le salarié. C'est pour cela qu'on trouve dans le Code du travail plusieurs dispositions
d'ordre impératif, à caractère impératif, qui sont imposés à l'employeur. En ce qui concerne, par exemple, le temps réglementaire, c'est-à-dire les heures à passer dans le travail, un certain nombre de droits qui sont reconnus par la législation aux salariés, le droit au repos hebdomadaire, le droit aux heures supplémentaires, le congé annuel payé, etc. Donc, sans parler bien sûr des conditions de travail qui doivent être favorables, les mesures de sécurité, les normes d'hygiène, etc. Donc, un certain nombre d'obligations qui sont mises à la charge de l'employeur dans ses rapports avec les salariés. Si le législateur n'a pas réglementé ces relations, on peut imaginer facilement la domination de l'employeur sur le salarié. Parce que l'employeur a tendance à faire travailler le salarié plusieurs heures, au-delà du temps réglementaire fixé par la loi. Il peut bien sûr faire fonctionner ou travailler le salarié dans des conditions difficiles, dans des travaux qui présentent un danger pour la santé, pour du salarié, etc. Donc c'est pour cela l'État intervient dans les rapports entre particuliers pour les soumettre à des règles impératives. Les règles impératives. Donc c'est une protection de la part de l'État à l'adresse des salariés pour que leurs droits ne soient pas bafoués, pour que leurs droits soient respectés par l'employeur dans ses rapports avec ses salariés. Un deuxième exemple aussi qui montre l'intervention de l'État dans les rapports entre les particuliers. Donc, vous avez dans le domaine de loyer. Alors, domaine de loyer, on a deux parties au contrat de location. Vous avez le bailleur, le propriétaire, vous avez le locataire. Alors, le contrat, bien sûr, il peut être révisé parce que le bailleur peut demander l'augmentation du loyer. Mais cette augmentation doit être raisonnable, doit être fixée par l'État. C'est pour cela l'État, ou le législateur avait édicté une loi qui fixe les modalités de révision du loyer. Vous avez une loi qui date de 2007, une loi de 2007 qui parle de, bien sûr, la révision du montant du loyer des locaux à usage d'habitation ou à usage professionnel, commercial, industriel ou artisanal. Et donc, cette révision ne peut pas intervenir qu'après une période de 3 ans. C'est-à-dire, on ne peut pas réviser le loyer avant l'expiration d'une période de 3 ans. En plus de ça, le taux d'augmentation du montant de loyer est fixé par le législateur. Par exemple, pour les locaux à usage d'habitation, c'est 8% du montant du loyer. Chaque 3 ans, on peut augmenter le montant du loyer fixé à 8%. Pour les autres locaux, c'est fixé à 10%. Donc, alors, ça, c'est un autre exemple qui montre l'intervention de l'État dans les rapports entre les particuliers en matière de loyer. Alors, si il n'y avait pas l'intervention de l'État, on peut imaginer facilement que le bailleur peut exiger du locataire la révision du loyer chaque année, ce qui constitue bien sûr un fardeau pour le locataire. Alors, pas de révision avant 3 ans, avant l'expiration d'un délai ou d'une période qui ne doit pas être inférieure à 3 ans. Un troisième exemple qui montre aussi l'intervention de l'État dans les rapports entre particuliers, c'est le rapport, la question relative à la protection du consommateur. Alors, le consommateur, c'est toute personne physique ou morale qui acquiert ou utilise pour la satisfaction de ses besoins non professionnels des produits, des biens ou des services qui sont destinés à son usage personnel ou familial. Et on parle de l'autre côté du fournisseur. Le fournisseur peut être défini
comme toute personne physique ou morale qui agit dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale. Alors, le consommateur, il faut le protéger contre le fournisseur parce que le consommateur est la partie faible vis-à-vis ou à l'égard du fournisseur. C'est pour cela le législateur, donc l'État, l'appareil de l'État avait adopté une loi qui date de 2011, une loi qui porte le numéro 3108 édictant des mesures de protection du consommateur. Alors cette loi constitue un cadre complémentaire du système juridique en matière de protection du consommateur et à travers cette loi sont renforcés les droits fondamentaux suivants. Donc le législateur a voulu renforcer un certain nombre de droits qui sont reconnus aux consommateurs, parmi lesquels le droit à l'information, le droit à la protection de ses droits économiques, le droit à la représentation, le droit à la rétractation, le droit au choix, le droit à l'écoute, etc. Donc une série de droits qui sont reconnus par cette loi sur les mesures de protection du consommateur pour justement protéger la partie faible qui est le consommateur. Ce sont donc des exemples qui montrent que l'État intervient de plus en plus. Alors, cette intervention de l'État fait que on arrive à une conclusion, surtout l'intervention de l'État dans l'économie. La conclusion, le bilan est qu'on est en présence aujourd'hui d'une interpénétration du droit public et du droit privé qui affaiblit la distinction entre les deux branches du droit, les deux grandes branches du droit. Donc, cette intervention de l'État fait que les sphères, les lignes de démarcation entre le droit privé et le droit public ne sont pas claires, sont floues. Maintenant, il y a une interpénétration entre les règles de droit public et les règles de droit privé, contrairement au passé où ces deux branches étaient claires. Donc, le droit privé régissait les rapports entre les particuliers, le droit public régissait les rapports entre les particuliers et les personnes publiques. Aujourd'hui, il y a une évolution très importante de la société qui s'est répercutée sur l'imbrication des règles du droit public dans les règles du droit privé. Il y a cette interpénétration, ce mélange. Donc les règles sont à cheval entre ce qui est public et ce qui est privé. Et donc, c'est la raison pour laquelle parfois cette interpénétration du droit privé et du droit public fait que ce critère de distinction entre le droit privé et le droit public, suivant le critère de l'intérêt général ou de l'intérêt particulier, alors cette interpénétration a affaibli ce critère et affaibli aussi la distinction entre les deux principales branches du droit. Alors, la seconde raison du caractère imparfait de la distinction entre les deux grandes branches du droit, entre le droit public et le droit privé, c'est que on a, à côté de ces deux branches, nous avons certaines matières qui n'appartiennent ni au droit privé ni au droit public. Et ce sont des droits mixtes, qui ont le caractère de droit mixte. On verra par la suite quelques exemples du droit privé et quelques exemples du droit public, et on donnera aussi quelques droits mixtes comme le droit pénal, le droit processuel, etc. Donc maintenant, il y a une évolution très importante et cette évolution a des effets sur la distinction entre le droit privé et le droit public. Alors pour finir, on peut dire tout simplement que pour un juriste aujourd'hui, c'est vrai, nous avons les deux grandes branches du droit, mais et on a même une spécialité au niveau de la licence, mais c'est une spécialité qui reste pour l'essentiel formelle. Parce qu'un juriste aujourd'hui, il doit avoir un bagage juridique qui puise dans le droit public et le droit privé. Il y a même, en matière de fonction publique, il y a des administrations qui utilisent le droit public et le droit privé. Donc, il n'y a pas de distinction entre les deux dans la réalité, dans la pratique. C'est pour cela l'étudiant, il doit
certainement se spécialiser dans une branche de droit, tout en ayant un bagage dans l'autre branche du droit, parce que il n'y a pas une séparation étanche, il n'y a pas une séparation rigide, il n'y a pas une séparation ou une distinction rigoureuse entre le droit privé et le droit public. Les deux branches sont intimement liées, et donc un juriste doit avoir un bagage, avoir une connaissance aussi bien des règles du droit privé que des règles du droit public. Voilà, donc la séance prochaine, on va examiner un certain nombre de branches du droit public et du droit privé. Voilà, donc on arrive au terme de cette séance. Je vous souhaite bonne continuation, bon courage et à la prochaine.